Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi d'être en votre compagnie en ce mardi le 14 avril 2026. Nous nous excusons pour cette gêne de programmation. Nous avons dû chambouler quelque peu notre programmation au vu de la conférence de presse qu'a tenue il y a quelques instants le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Bien évidemment, l'actualité nous impose. Nous parlons essentiellement des différentes crises qu'il y a dans la région et bien évidemment Anaïl TV, donc nous sommes sensibles à ces sujets et à les traiter avec nos experts. Nous allons commencer sans plus tarder avec la question palestinienne. Depuis le début de la guerre, comme vous le savez, la guerre dans la bande de Gaza en 2023, l'Égypte a joué un rôle essentiel en fournissant une aide humanitaire aux Gazaouis. Parmi les initiatives de l'Égypte figurent les convois Zad el-Aez. Donc si vous n'avez pas suivi avec nous, il s'agit d'un convoi humanitaire complet, un exemple significatif de mobilisation humanitaire organisée et durable pour le peuple palestinien. Je vous propose de voir les détails à travers ce commentaire. Le Croissant Rouge égyptien a lancé ce mardi le 176e convoi Zad el-Aez, transportant des tonnes d'aide humanitaire, dont plus de 155 000 paniers alimentaires, environ 185 tonnes de farine, plus de 1435 tonnes de matériel de secours et de médicaments et environ 1055 tonnes de produits pétroliers destinés au fonctionnement des hôpitaux et des infrastructures vitales de la bande de Gaza. Le Croissant Rouge égyptien a également fourni des équipements d'hiver essentiels, notamment plus de 14 405 vêtements d'hiver, environ 985 couvertures, 375 matelas, 10 370 bâches et 2055 tentes pour abriter les personnes sinistrées. Par ailleurs, le Croissant Rouge égyptien poursuit son action humanitaire au point de passage de Rafah, se préparant à accueillir le 34e groupe de Palestiniens blessés, malades et invalides, à l'arrivée comme au départ, ainsi que leurs accompagnateurs et facilitant leur passage. Le Croissant Rouge égyptien est présent à la frontière depuis le début de la crise. Il poursuit ses efforts continus pour acheminer une aide humanitaire et de secours qui a dépassé les 900 000 tonnes grâce aux efforts de plus de 65 000 volontaires au sein de l'association. Les convois Zad el-Aez jouent un rôle crucial dans l'atténuation des souffrances des populations civiles à Gaza. Zad el-Aez illustre un effort humanitaire important de la part de l'Égypte pour soutenir la bande de Gaza. Bien qu'elle ne puisse pas résoudre à elle seule la crise humanitaire, elle constitue un symbole fort de solidarité et un moyen essentiel d'apporter une aide d'urgence aux populations dans le besoin. Sur un autre front, il y a la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban. Et vous le savez, le Liban a été pris comme victime dans cette guerre. Et effectivement, des premiers pourparlers entre Israël et Liban ont eu lieu à Washington. Pour en savoir plus, voyons ce commentaire et tout de suite après, nous aurons notre invité pour nous en parler. Des représentants libanais et israéliens se retrouvent mardi à Washington, sous médiation du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, pour des pourparlers directs préliminaires de paix. Mais les perspectives d'un accord semblent minces. Avant même la rencontre, le chef du Hezbollah, Naïm Qassim, a réclamé lundi son annulation, affirmant que de tels pourparlers étaient une capitulation. Depuis que le Liban a été entraîné le 2 mars par le Hezbollah dans le conflit régional avec l'Iran, les frappes israéliennes ont fait plus de 2000 morts, dont les frappes meurtrières sans précédent du 8 avril, et déplacé plus d'1 million de personnes, malgré les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu. La rencontre au département d'État se déroule sous les auspices de Marco Rubio, aux côtés des ambassadeurs israéliens et libanais à Washington, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis au Liban.
En conséquence, les gouvernements israéliens et libanais entament des pourparlers diplomatiques ouverts, directs et de haut niveau, les premiers du genre depuis 1993, sous l'égide des États-Unis. Cette discussion vise à garantir la sécurité à long terme de la frontière nord d'Israël et à soutenir la détermination du gouvernement libanais à rétablir sa pleine souveraineté sur son territoire et sa vie politique. Selon la porte-parole du gouvernement israélien, ce dialogue entre Israël et le Liban vise à désarmer le Hezbollah, à la chasser du Liban et à établir des relations pacifiques entre les deux pays. Elle a également affirmé qu'Israël ne négociera pas de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait dit samedi accepter ce pourparler direct sous deux conditions: le désarmement du Hezbollah et la recherche d'un véritable accord de paix qui tiendra pour des générations. Côté libanais, le président Joseph Aoun a déclaré lundi qu'il espérait qu'un accord serait conclu sur un cessez-le-feu au Liban dans le but d'entamer des négociations directes entre le Liban et Israël qui sont en état de guerre depuis des décennies. À Washington, la diplomatie américaine se retrouvait dans l'embarras ces dernières semaines face aux frappes israéliennes au Liban, craignant que cela n'entrave les négociations avec l'Iran à Islamabad qui se sont finalement conclues dimanche sur un échec. L'administration Trump insiste sur le désarmement du Hezbollah, regrettant que l'armée libanaise n'a pas su ou pu le faire jusqu'à présent. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Bonjour, ou plutôt bonsoir à cette heure-ci. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien vous-même. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le Liban. Tout d'abord, Votre Excellence, pensez-vous que le Liban aujourd'hui est pris en otage au milieu de tous ces conflits régionaux? Je ne suis pas très sûre que c'est une énoncée tout à fait correcte ou précise. Le Liban est proie à des attaques israéliennes depuis des mois et des mois. Elles s'arrêtent parfois, elles reprennent parfois. Ce que le Liban avait pensé qu'il serait peut-être otage si il y avait eu un lien entre les négociations irano-américaines et israélo-libanaises. Dans ce cas-là, c'est pour cela le gouvernement libanais, les autorités libanaises ont très clairement montré qu'ils voulaient tout à fait la séparation des deux processus. Pour que l'un, surtout celui libano-israélien, ne soit pas, comme vous le dites, un otage du progrès ou de l'échec ou même d'une halte, comme ce qui se passe pour le moment en ce qui concerne le processus irano-américain. Nous entendons aujourd'hui, après 2 jours qu'on avait, où tout disait qu'il y avait un échec, nous voyons que maintenant les deux parties iraniennes et américaines sont prêts, sous l'égide des Pakistanais, de reprendre les négociations avec la fin de la trêve. D'autre part, comme l'a bien montré votre rapport, c'est la première fois que les pourparlers à un certain haut niveau, puisque c'est sur le niveau des ambassadeurs du Liban et d'Israël à Washington, avec certainement une équipe technique de part et d'autre, et sous l'égide du secrétaire d'État américain, M. Rubio, que ces négociations aussi, disons, pour parler, est-ce qu'on peut déjà parler de négociations? Je pense que ce sont des pourparlers pour
valider le terrain pour des négociations. Puisque, encore, chaque partie a une optique différente, ne l'oublions pas. Le président libanais, il parle d'un cessez-le-feu immédiat, d'un arrêt du combat et la termination de la guerre, de l'arrêt des attaques israéliennes, du retour des prisonniers libanais et le retour du territoire déjà occupé par Israël ces dernières semaines. Et puis plus tard, il y aura la transition vers la reconstruction et le retour des déplacés et des réfugiés à leur maison, à la maison, quoi. Alors que les Israéliens, ils parlent d'une impossibilité de cesser le feu sans qu'il y ait un démantèlement du parti de Hezbollah. Et d'assurer, d'avoir des assurances d'un accord qui conduirait à une paix durable pour des générations, comme vous l'avez dit, et de assurer, comme c'est clair dans les déclarations israéliennes, une stabilité durable sur les frontières nord d'Israël. Alors, on a pu... Votre Excellence, on a pu lire... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on a pu lire également dans certains éditos que effectivement la guerre au Liban n'a pas pris une grande place médiatique, ou du moins les réactions, je ne vais pas dire occidentales, car les États-Unis ont très bien montré qu'ils soutenaient Israël, mais du moins les Européens n'ont pas assez défendu ni pris position concernant ce qui se passe au Liban. Est-ce que vous trouvez que effectivement le Liban a été mis à l'écart médiatiquement parlé et même diplomatiquement parlé par les Européens, bien évidemment? Médiatiquement parlé, peut-être dans une certaine mesure, puisque il y a le côté européen a des priorités. Mais disons qu'il y a certaines déclarations diplomatiques, surtout de la part de la France, le président français, le ministre des Affaires français et l'Union européenne, la représentante Madame Callas, ils ont bien montré que le Liban n'était pas seulement une guerre de voisinage, mais que le Liban lui-même représentait beaucoup de choses dans la conscience européenne et dans les priorités européennes. Reste à traduire cela en étapes concrètes, en mesures tangibles. Cela, on ne le voit pas, mais c'est le cas de l'Union européenne depuis, disons, quelques années. Il y a toujours un problème interne à l'intérieur de l'Union européenne elle-même en ce qui concerne la crise de position, la difficulté d'aller au-delà d'un minimum de commun dénominateur. Il y a maintenant les changements de certaines, nous ne l'oublions pas, il y a un aspect peut-être assez positif, c'est le changement de la scène politique en Hongrie, qui était tout à fait avec Israël, et on espère que maintenant ça va un peu faciliter les choses pour l'Union européenne, mais les priorités, on ne peut pas les nier. Pour l'Europe, ça reste l'énergie, la stabilité dans la région, les chaînes de provision de matières premières, d'engrais, ainsi de suite, et puis aussi
le coût de près de la vie, la levée des prix sur tous les plans et les difficultés que cela représente, ainsi que la peur maintenant enracinée dans la conscience européenne de vagues de migrateurs ou de réfugiés. Alors, c'est vrai que la situation au Liban est assez complexe. Aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez très bien justement dit, nous avons des priorités en termes de couverture médiatique. L'Europe a ses intérêts. Effectivement, aujourd'hui, le détroit d'Ormuz prend la priorité à travers le monde entier, car elle joue un peu sur l'économie mondiale. Est-ce que Israël profite justement de ce chaos médiatique pour essayer de prendre ou d'essayer d'étaler son invasion au Liban, pardon, et en Cisjordanie? Oui, certainement. C'est ce qu'elle fait et ce qu'elle a toujours fait et ce qu'elle va continuer à faire. Il faut attirer la guerre en Iran, les négociations, le détroit d'Ormuz sont tous des lignes en première qui attirent l'attention de la communauté internationale et à forte raison, c'est le pain quotidien, c'est l'énergie, c'est tout ce que vous voulez, c'est l'économie, c'est les prix de matières premières. Et tout cela, elle profite de cette situation extrêmement complexe sur le plan régional et international pour acquérir du terrain, créer un statu quo qui devrait l'aider à commencer ou à partir, à avoir une position de négociation en premier lieu avec un nouveau statu quo. Des terrains des territoires qui sont acquéris, une infrastructure détruite à l'intérieur du Liban, une situation humanitaire extrêmement difficile et pourquoi ne pas en profiter comme elle le fait toujours. Et juste maintenant, on voit que les préliminaires à Washington sont terminés en ce moment-là. Reste à voir quel est le résultat, quels sont les termes de reprise de ces négociations ou de reprise de ces pourparlers pour avoir les négociations. En même temps, en Cisjordanie, il y a une continuation d'annexion de terrain, de colonisation, sous les yeux des autorités israéliennes, contre tout accord qui avait pris lieu avant cela, et sous les yeux de la communauté internationale, qui même les Américains ont toujours condamné la politique de colonisation israélienne de territoire palestinien. Votre Excellence Wafa Bassim, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme et sur Night TV International plus particulièrement. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci infiniment. Nous allons enchaîner avec notre dernier sujet concernant les bourses qui montent, le pétrole qui recule sur fond d'espoir de nouvelles discussions entre les États-Unis et l'Iran. Voici un commentaire. Les bourses européennes ont ouvert en hausse mardi, suivant l'Asie et Wall Street, alors que la baisse du pétrole nourrit l'espoir que de nouveaux pourparlers États-Unis-Iran mettent fin à la guerre. Les échanges ont débuté sur fond de grand espoir de voir la guerre avec l'Iran toucher à sa fin, ce qui a soutenu les principaux marchés boursiers et ferait passer le baril de pétrole sous la barre des $100. Les investisseurs restent optimistes quant à une désescalade durable du conflit, désormais entré dans sa 7e semaine
semaine, alors que les États-Unis et l'Iran envisageraient un deuxième cycle de discussions avant l'expiration la semaine prochaine de l'accord de cessez-le-feu temporaire. L'armée américaine a entamé lundi un blocus des ports iraniens, Washington accentuant ainsi la pression sur Téhéran après des pourparlers de cessez-le-feu tenus ce week-end entre les deux parties qui se sont achevés sans accord. Trump a également laissé entendre lundi que les États-Unis restaient disposés à dialoguer avec Téhéran. Le choc énergétique mondial provoqué par les perturbations du trafic maritime, dont le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement environ 1/5 du pétrole mondial, a provoqué une flambée des prix des carburants et menace d'alimenter l'inflation dans de nombreux pays et de peser sur la croissance. Les marchés européens évoluaient globalement dans le vert mardi matin. Le FTSE 100 londonien gagnait 0,3% peu après l'ouverture. Le CAC 40 à Paris progressait de 0,6% et le DAX à Francfort augmentait de 1,1%. En Asie, le Nikkei 225 de Tokyo montait de 2,4%, tandis que le Kospi sud-coréen bondissait de plus de 3% pour atteindre 6004,30 points à Hong Kong. Le Hang Seng avançait de 0,4%, tandis que le Shanghai Composite gagnait 0,6%. Cela intervient alors que la Chine a annoncé ce mardi une croissance de ses exportations inférieure aux attentes. Sur les autres marchés, les cours de l'or et de l'argent ont augmenté mardi. L'or gagnait 0,6%, tandis que l'argent progressait de 1,8%.